On continue avec le 7e livre, كليات مباحث النمو والتنمية الاقتصادية. Bon, ce livre, il traite des kulliyat, c'est les principes généraux de l'économie de développement, en fait. L'économie du développement. C'est une branche de l'économie. C'était ma spécialité au 3e cycle, l'économie du développement. Je suis parti, bien sûr, des acquis scientifiques que j'avais accumulés et j'ai approfondi ça pour donner une étude théorique qui pourrait servir comme instrument d'analyse et d'évaluation des différents programmes qui pourraient se présenter comme étant des programmes de développement. Parce que, comme je suis toujours dans cette optique de méthodisation, le principal défi des politiques, maintenant, c'est qu'ils sont facilement victimes d'une supercherie qui se présente comme étant la science économique. Il y a plein de politiques qui sont victimes de leurs conseillers économiques. Il y a plein. Généralement, les dirigeants sont des avocats, des médecins, ne sont pas des économistes. Et ils ont des conseillers, parfois des cercles même de conseillers. Et ces conseillers-là, ils les conseillent très mal. Alors, je me suis dit, il faut, pas inventer, mais il faut mettre au point un critérium selon lequel quiconque aurait fait l'étude de cette dizaine de livres-là, il serait capable par la suite, et là tout le travail, là je l'ai fait pour le MRU en fait, hein, donc je travaille pour un projet qui va être par la suite appelé à remplir un vide quelconque dans la vie socio-économique. Et donc, quelqu'un qui aurait bien étudié ce livre, il serait capable de déceler les points faibles de tout programme qui serait un programme de développement. Voilà, c'est l'objectif. Et bien sûr, avec une option, c'est de consacrer plus d'attention à ce qu'on appelle l'économie réelle. Parce que là, bon, c'est un terme technique, l'économie réelle et l'économie monétaire. Ce sont deux aspects de l'analyse économique. Il y a l'aspect monétaire et l'aspect réel. L'aspect réel, c'est l'étude de la production physique. La production des biens et services réels, physiques. Alors que l'analyse monétaire, c'est l'étude des flux financiers. Normalement, une économie équilibrée doit assurer un certain parallélisme entre les deux analyses, l'analyse monétaire et l'analyse réelle. Mais ce n'est pas le cas depuis des dizaines d'années, depuis que l'humanité est entrée dans sa phase monétariste. On s'est complètement déconnecté de l'économie réelle. Et précisément depuis 1971, lorsque le gouverneur de la Federal Reserve qui a décidé ça, et c'était à l'époque du président Nixon, il a arrêté la convertibilité du dollar américain, alors que c'était quelque chose d'acquis depuis le congrès de Bretton Woods en 1943. Et c'est ce qui a fait que le dollar était la monnaie de change internationale, parce qu'il est convertible. Mais alors, en 1971, ils ont arrêté de le convertir. C'est-à-dire, vous pouvez apporter vos billets et ne plus avoir de l'or. Et donc, ils vous disent, voilà, allez-y au marché américain, vous pouvez acheter ce que vous voulez avec vos dollars. Mais on ne vous donne pas l'or. Donc, on a rompu avec cette tradition de parallélisme entre le réel et le monétaire. Et depuis lors, l'économie capitaliste réellement est entrée dans sa crise actuelle. Toutes ces crises cycliques, tous les 10 ans, tous les 15 ans, tous les 5 ans, des fois, là, ce ne sont que des corollaires
à cette décision-là, parce qu'on a complètement déconnecté de la réalité. On a commencé à faire une deuxième phase de la plus grande supercherie de l'histoire, c'est-à-dire quelqu'un, dans un article, j'ai fait cette description-là. Alors, celui qui fait éditer les dollars, en fait, c'est comme le caïd d'un quartier. Il a un carnet de chèques avec un compte vide. Chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il remplit un chèque et il va à la boutique du quartier, il présente un chèque. Et le pauvre là qui est à la caisse, peut-il refuser ce chèque-là? Alors il l'encaisse et puis il va le donner à un autre client. Et ce client, regardant le nom de ce caïd, qui fait comme on dit, la pluie et le beau temps, dans le quartier, lui aussi, il va l'encaisser et va le passer à une autre personne. Bon, cette pratique était faisable, c'est-à-dire le chèque endossé, c'était faisable il y a une quinzaine d'années, hein, mais je ne sais pas, peut-être la loi l'interdit maintenant. Mais c'était faisable. Lorsque j'ai fait cet article, cette pratique était faisable. Ça s'appelle le chèque endossé. Mais réellement, il n'a rien dans son compte. Il signe des chèques sans provision. Et personne n'a le courage d'aller à la banque de ce caïd pour réclamer de l'argent. Et tout le monde fait circuler le chèque là. Le même chèque là. Alors les États-Unis, ils impriment des dollars et ils refusent par la suite de donner son équivalent or. Et tout le monde fait circuler ces dollars-là. Ce qui fait qu'il y a toujours donc une croissance illicoïdale des prix. C'est l'une des grandes causes de l'inflation. Et c'est l'une des grandes causes de cette déconnexion entre le réel et le monétaire. Bien sûr, ça ce n'est qu'une petite approche caricaturale, hein, c'est pas l'analyse scientifique, c'est juste pour rapprocher l'idée, pour voir la différence entre ce qui est réel et ce qui est monétaire. Donc, l'instrument que j'ai mis au point n'est valable que dans le cadre d'une économie réelle et pas dans le cadre d'une économie monétaire. Parce que l'économie monétaire, c'est le leurre. C'est un leurre continu.